Bonjour et bienvenue sur la chaîne Math Prépa UK. Dans ce nouveau enregistrement, nous donnons quelques résultats utiles pour l'étude de suites réelles xn définies par la donnée de leur premier terme x0 et une relation de récurrence de la forme xn plus 1 égale à f de xn, où f est une fonction à valeur réelle définie sur une partie i de R. Avant qu'on avance dans nos développements, il faut mentionner que pour que cette suite récurrente soit définie pour toute donnée initiale x0 élément de i, il faut et il suffit que i soit un sous-ensemble stable par la fonction f, c'est-à-dire quel que soit x élément de i, f de x reste dans i, ce qui est équivalent à f de grand I est inclus dans grand I. Car avec cette condition, la fonction f rond f sera bien définie de i dans i. Et donc, pour tout cas élément de n, f rond f rond f rond f k fois est encore bien défini de i dans i, ce qui implique que xn qui est égal à f rond f n fois de x0 est bien un élément de i. Pour l'étude de suites réelles récurrentes, on cherche donc souvent à déterminer des sous-ensembles i du domaine de définition de f vérifiant f de i est inclus dans i. On est alors assuré qu'une fois qu'on a choisi une condition initiale x0 élément de i, par la formule d'itération xn plus 1 égale à f de xn, on obtient une suite à valeur dans i. La recherche de ces parties i du domaine de définition de f qui seront dans la pratique des intervalles de R se fait généralement par l'étude des variations de la fonction f et sa représentation graphique. Exemple. Alors, comme exemple 1, dans certains cas pratiques, on cherche j un intervalle du domaine de définition de f tel que par exemple f restreint à j est monotone. Alors pour a et b, éléments de g tel que a est inférieur strictement à b, l'intervalle AB est un sous-ensemble de g. Comme f est monotone sur g, elle est donc monotone sur l'intervalle AB. Si par exemple f est strictement croissante, f de AB, c'est l'intervalle f de A, f de B. Par suite, si on choisit A et B, deux éléments de g tels que A est inférieur ou égal à f de A, inférieur strictement à f de B, inférieur ou égal à B, l'intervalle I égal à l'intervalle fermé borné AB est invariant par f. Si par exemple f est strictement décroissante, f de AB, c'est égal à l'intervalle f de B, f de A. Par suite, si on choisit A et B, deux éléments de G tels que A est inférieur ou égal à cette fois à f de B est inférieur strictement à f de A, inférieur ou égal à B, l'intervalle AB est invariant par f. Exemple 2. Dans d'autres cas pratiques, on cherche J un intervalle du domaine de définition de f, tel que par exemple f restreint à j est continu. Alors, pour a et b, éléments de g tel que a est inférieur strictement à b, l'intervalle fermé borné
AB est inclus dans G. Et comme f est continue sur G, elle est donc continue sur l'intervalle AB. L'intervalle AB étant un intervalle fermé borné, donc la fonction f sur AB est bornée et atteint ses bornes. Donc il existe alpha, bêta, deux éléments de l'intervalle fermé borné AB, tels que, quel que soit x dans I, f de x est supérieur ou égal à f de alpha et inférieur ou égal à f de bêta. Si par exemple on choisit AB, élément de J tel que A est inférieur ou égal à f de alpha, inférieur strictement à f de bêta, inférieur ou égal à B, l'intervalle I est invariant par f. Alors, propriété. Si I est un sous-ensemble de R et f une fonction définie de I vers I continue, et si pour une donnée initiale x0, élément de I, la suite récurrente xn converge vers un point L de I, alors f de L égale à L. Démonstration. La suite xn, il converge vers L, élément de I. Comme f est continu sur I, il est continu en L. Et donc, par le théorème de la caractérisation séquentielle de la continuité, la suite f de xn converge vers f de L, qui est un élément de I. Comme pour tout n élément de n, f de xn égale à xn plus 1, cela implique que limite quand n tend vers plus l'infini de f de xn égale à limite quand n tend vers plus l'infini de xn plus 1, qui est égal à L. Par unicité de la limite, on obtient que f de L est égal à L. Alors d'après ce résultat très important, la limite éventuelle d'une suite récurrente avec une condition initiale x0 élément de I est un point fixe de la restriction de f à I, c'est-à-dire un point x de I vérifiant f de x est égal à x. Et il ne faut pas omettre les points de la frontière de I, parce qu'on a déjà vu que tout point de la frontière de I est limite d'une suite d'éléments de I. Propriété. Si I est une partie de R et f une fonction définie de I à valeur dans I croissante, dans la pratique I sera un intervalle de R. Toute suite correspondant à une condition initiale x0 élément de I sera monotone. Le sens de monotonie dépend des positions respectives de x0 et x1. Dans ce cas particulier, la convergence d'une telle suite, puisqu'elle est monotone, revient alors à montrer qu'elle est bornée. Alors pour la démonstration, on procède par récurrence. Si x0 est inférieur ou égal à x1, comme f est une fonction croissante, f de x0 égale à x1 est inférieur ou égal à f de x1 qui est égal à x2. Alors supposons maintenant que xn est inférieur ou égal à xn plus 1. Et montrons que xn plus 1 est inférieur ou égal à xn plus 2. F étant croissante, cela implique que f de xn est inférieur ou égal à f de xn plus 1. Et donc, xn plus 1 est inférieur ou égal à xn plus 2. D'où le résultat. Si x0 est supérieur ou égal à x1, on procède de la même manière pour montrer que pour tout n éléments de n, xn est supérieur ou égal à xn plus 1. Alors, propriété.
si I est un sous-ensemble de R et f une fonction de I dans I décroissante cette fois, alors l'application que je vais nommer G égale à, par définition, f rond f, c'est une fonction définie de I dans I. Elle est bien définie parce que tout simplement I est stable par f. Et croissante cette fois. Et vérifie, quel que soit n élément de n, xn plus 2 égale à g de xn. On en déduit, par cette relation, la monotonie des suites extraites x de n et x de n plus 1. Ces deux suites étant de monotonie différentes, puisque par exemple, si x de n est inférieur ou égal à x de n plus 2, cela implique, puisque f est décroissante, que f de x de n est supérieur ou égal à f de x de n plus 2, soit x de n plus 1 est supérieur ou égal à x de n plus 3. Donc si la suite extraite x de n est croissante, la suite extraite x de n plus 1 est décroissante. Propriété. Si la fonction définie sur I par g de x est égale à f de x moins x a un signe constant, la monotonie de la suite en découle immédiatement, puisque xn plus 1 moins xn est égal à g de xn. Si par exemple la fonction g est positive, on aura, quel que soit n élément de n, xn plus 1 moins xn est supérieur ou égal à 0. Autrement, la suite xn est croissante. Soit I maintenant un intervalle de R et f une application définie de I dans I de classe C1. On vient de voir que la continuité de f montre alors que les limites éventuelles dans I de la suite vérifiant x0 est un élément de I et xn plus 1 égale à f de xn sont à chercher parmi les points fixes de f, c'est-à-dire dans l'ensemble G indice fi constitué par les éléments z éléments de I tels que f de z égale à z. Dans ce qui suit, on classe ces points fixes de f sur I en utilisant le fait que f est de classe C1 sur l'intervalle I. Alors, proposition. Si z est un élément de I, point fixe de f, avec la valeur absolue de f' de z est inférieure à 1, on peut trouver un réel alpha strictement positif tel que, quel que soit x0, cette fois élément de I inter l'intervalle fermé borné z moins alpha, z plus alpha, la suite définie par x0 et xn plus 1 égale à f de xn converge vers z. Alors pour la démonstration, on considère le cas où z est un point intérieur à I. Par continuité de f' au point z, pour y positif arbitraire, on peut alors trouver un état strictement positif tel que la valeur absolue de h est inférieure à eta, implique que z plus h est un élément de I, et la valeur absolue de f' de z plus h moins f' de z est inférieure strictement à epsilon. Par suite, en utilisant la deuxième inégalité triangulaire, on tire que, cette fois, si la valeur absolue de h est inférieure strictement à eta, cela implique que z plus h est un élément de I et la valeur absolue de f' de z plus h est inférieure strictement à epsilon plus la valeur absolue de f' de z. Puisque, par hypothèse, la valeur absolue de la dérivée de f au point z est inférieure strictement à 1, en considérant, par exemple, epsilon est égal à 1 tiers la distance qui sépare
la valeur absolue de la dérivée de f au point z à 1, le réel positif k par définition égale à epsilon plus la valeur absolue de f' au point z est strictement inférieur à 1. Et donc, pour alpha, par exemple, est égal à eta sur 2, on aura la valeur absolue de f' est inférieure ou égale à k, est inférieure strictement à 1, quel que soit t de l'intervalle fermé borné z moins alpha, z plus alpha. En plus, l'intervalle fermé borné z moins alpha, z plus alpha est stable par f, puisque par l'inégalité des accroissements finis, si la valeur absolue de t moins z est inférieure ou égale à alpha, cela implique que f de t moins z en valeur absolue est égal à la valeur absolue de f de t moins f de z, parce que f de z est égal à z, qui est inférieur ou égal à k fois la valeur absolue de t moins z. La valeur absolue de t moins z est inférieure ou égale à alpha, donc c'est inférieur ou égal à k fois alpha, qui est inférieur strictement à alpha, puisque k est un réel strictement positif, inférieur strictement à 1. Si on choisit x0 dans l'intervalle fermé borné z moins alpha, z plus alpha, la suite xn correspondante prend toutes ces valeurs dans ce segment et par récurrence sur n, pour tout n élément de n, on a la valeur absolue de xn moins z est inférieure à k fois la valeur absolue de xn moins 1 moins z. Parce que tout simplement, xn c'est f de xn moins 1. Et z c'est f de z. Parce que z c'est un point fixe de f. Et donc, c'est inférieur ou égal à k à la puissance n fois la valeur absolue de x0 moins z. Puisque k est un réel supérieur strictement à 0 inférieur à 1, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de k à la puissance n est égale à 0. Et donc, si x0 est un élément de l'intervalle fermé borné z moins alpha, z plus alpha, implique que limite quand n tend vers plus l'infini de xn égale à z. Dans ce cas, on dit que z est un point fixe attractif pour f. Alors, remarque, si on a toujours f est de classe C1 et z un élément de i, un point fixe de f avec la valeur absolue de la dérivée de f au point z est inférieure strictement à 1, on peut faire les remarques suivantes. Alors, première remarque. Si on suppose que f' de z est supérieur strictement à 0, donc il est supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1. En choisissant alpha assez petit, on aura f' positif sur z moins alpha, z plus alpha. C'est le même alpha qu'on a trouvé dans la démonstration précédente. L'égalité des accroissements finis montre alors que lorsque x0 est un élément de l'intervalle fermé borné z moins alpha, z plus alpha, pour tout n élément de n, xn plus 1 moins z et xn moins z ont même signe, puisque il existe un delta dans l'intervalle xn z tel que f de xn moins f de z égale à f' de delta facteur de xn moins z. Et comme f' de delta est supérieur strictement à 0, on en déduit que xn plus 1 moins z et xn moins z ont même signe. Du fait que, pour tout n élément de n, la valeur absolue de xn plus 1 moins z est inférieure ou égale à la valeur absolue de xn moins z, on tire que la convergence de la suite récurrente vers z est monotone. Alors, deuxième remarque. Si cette fois on suppose que f' de z est strictement négatif, donc il est strictement négatif et supérieur strictement à moins 1. En choisissant alpha assez petit, on aura f' négatif sur l'intervalle fermé borné z moins alpha,
z plus alpha, lorsqu'on choisit x0 dans cet intervalle, l'égalité des accroissements finis montre alors que pour tout n éléments de n, xn plus 1 moins z et xn moins z sont de signes opposés. Les suites x2n et x2n plus 1 sont adjacentes et encadrent z. Plus précisément, si la valeur absolue de f' de z est inférieure à epsilon, inférieure strictement à 1, on pourra, par continuité, trouver un bêta strictement positif tel que la valeur absolue de f' de t est inférieure ou égale à epsilon pour tout t de l'intervalle fermé borné z moins bêta, z plus bêta. À partir d'un rond P, on aura xn dans l'intervalle z moins bêta, z plus bêta. Ce qui amène à la majoration pour tout n supérieur ou égal à P. La valeur absolue de xn moins z est inférieure ou égale à epsilon à la puissance n moins P fois la valeur absolue de xp moins z, qui est égal à a fois epsilon à la puissance n avec a égale à epsilon à la puissance moins p fois la valeur absolue de xp moins z, qui est une constante. Alors, remarque numéro 3, si maintenant f de z égale à z avec la valeur absolue de f' est supérieure strictement à 1. Le point z dit un point répulsif de f. Une suite vérifiant xn plus 1 égale à f de xn ne peut converger vers z que si elle est stationnaire. Supposons qu'il existe une suite récurrente définie à partir d'un z élément de i, tel que, quel que soit n, xn est différent de z, et limite quand n tend vers plus l'infini de xn égale à z. On pourrait alors trouver un cas supérieur strictement à 1 et un alpha strictement positif, puisque la valeur absolue de la dérivée de f au point z est strictement supérieure à 1. Donc sur un voisinage, il reste strictement supérieur à 1. Donc, il va exister un cas supérieur à 1 et un alpha strictement positif tel que pour tout t dans l'intervalle fermé borné z moins alpha, z plus alpha, la valeur absolue de f' de x est supérieure ou égale à k supérieur strictement à 1. La suite étant convergente vers z sans prendre cette valeur, on aurait qu'il existe un p élément de n tel que quel que soit n supérieur ou égal à p, x indice n est dans l'intervalle fermé borné z moins alpha, z plus alpha moins le singleton z, puisque xn à partir d'un certain rang est différent de z. Le théorème des accroissements finis donne alors, quel que soit n supérieur ou égal à p, la valeur absolue de xn plus 1 moins z est supérieure ou égale à k fois la valeur absolue de xn moins z, qui est supérieure strictement à la valeur absolue de xn moins z. D'après cette inégalité, on en déduit que la suite réelle valeur absolue de xn moins z est une suite croissante positive, et donc nous pourrions tendre vers 0. Absurde, puisque na limite quand n tend vers plus l'infini de xn égale à z. Alors, comme dernière remarque, le cas f de z égale à z avec la valeur absolue de f' de z est égale à 1 correspond à ce qu'on appelle un point fixe neutre. Dans ce cas, il peut exister un alpha positif tel que, quel que soit x0, élément de l'intervalle fermé z moins alpha, z plus alpha, donne une suite convergente vers z, comme on peut aussi avoir la situation rencontrée dans le cas d'un point fixe répulsif.